On va vous montrer l'une des images du jour à l'étranger. Le ministre de la Défense russe est en Corée du Nord. La coopération entre les deux pays est chaque jour plus importante. Regardez le tapis rouge, cette cérémonie extrêmement officielle. Andrei Belousov rencontre des responsables militaires et militaro-politiques. C'est ce que fait savoir le communiqué officiel. Le but de la visite est donc limpide. Les résultats de la rencontre historique entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un à Pyongyang en juin dernier ont démontré le plus haut niveau de confiance mutuelle, ainsi que le désir pour nos deux pays de développer davantage la coopération mutuellement bénéfique dans une situation internationale difficile. Bon, quels sont les dessous de cette visite et surtout quels sont les dessous de cette alliance qui sans cesse se renforce? On en parle avec nos invités. Le général François Chauvencier, consultant géopolitique LCI, notre éditorialiste Magali Barthès et Aline Lebaille-Crémer, journaliste et cofondatrice du collectif Stand With Ukraine, et Kadi, donc, qui nous a rejoint pour essayer de percer un peu ce mystère, parce que ça reste extrêmement mystérieux avec la Corée du Nord qui communique très peu, ça reste un pays extrêmement fermé, et le Kremlin qui nous dit bien ce qu'il veut bien nous dire. La Corée du Nord donc et la Russie intensifient leur alliance. Où en est-on de leur collaboration? Alors, dernier événement en date, Magali, c'est bien cet agrandissement, vous allez le voir, par la Corée du Nord d'une usine de missiles destinée à la Russie. On en a beaucoup parlé ces dernières heures. C'est ce que rapporte le groupe de réflexion américain James Martin Center, photos satellites à l'appui. Regardez ces images. Cliché pris le mois dernier à partir de photos satellites. On distingue bien la Corée du Nord qui développe un complexe de production d'armes qui assemble des missiles balistiques à courte portée utilisés par la Russie donc dans la guerre en Ukraine. Les images qui montrent ce qui semble être une aile de montage supplémentaire en construction. Selon Séoul et Washington, d'ailleurs, Pyongyang a envoyé jusqu'ici à Moscou, Magali, pas loin de 16 000 conteneurs remplis d'obus d'artillerie et de roquettes. Ça, on y voit clair. On voit ce que la Corée du Nord fournit à la Russie. En revanche, l'inverse est un peu plus troublant. C'est vrai, effectivement. Jusqu'ici, les informations qu'on est parvenu à recouper font état d'envois par la Russie. Vous allez voir de plus d'1 million de barils de pétrole. Ça, c'est depuis mars dernier. De la nourriture aussi, de l'argent. Vous voyez, selon les experts du groupe de recherche Open Source, l'argent de la Russie, eh bien, la Corée du Nord en manque cruellement, justement, pour procéder à ces livraisons de munitions. Mais ce qu'espère, en fait, qu'obtenir Kim Jong-un, c'est avant tout et surtout une aide à développer en fait des armes nucléaires et un savoir-faire en matière de technologie aéronautique. Regardez bien ces images justement qui sont très parlantes. Ce sont ces images de Kim en train de visiter une base de lancement russe. Vous vous rappelez, c'est le Cosmodrome. Oui. On avait vu ces images l'année dernière, en septembre de l'année dernière. La Corée du Nord qui possède une flotte d'avions de combat mais qui est vieillissante et elle souhaite évidemment moderniser et acquérir des technologies satellitaires plus avancées. Les Américains, eux, en ont la certitude. Regardez ce que disait justement Kurt Campbell, c'est le secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Toute discussion sur ce que la Corée du Nord obtiendrait de la Russie impliquera des projets nucléaires ou de développement de missiles à longue portée. Donc ce n'est pas un secret. La Corée du Nord espère, selon les experts, le transfert de technologies russes concernant les armes nucléaires tactiques, le développement de missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens, les satellites de reconnaissance et les sous-marins nucléaires, évidemment. Merci beaucoup, Kadi. C'est extrêmement complet. Ça tombe bien puisque Gallagher Fenwick nous a rejoint, grand reporter et spécialiste des questions internationales. Bonjour Gallagher. C'est pas une question que vous nous posiez hier? Toutes ces livraisons là, de la Corée du Nord vers la Russie, oui, mais contre quoi? On commence à avoir quelques pistes, quoi. Alors, oui. Et je pense que pour le coup, l'élément le plus bénéfique pour la Corée du Nord n'est pas nécessairement sur votre liste, Kadi. C'est à la fois une couverture diplomatique que la Russie fournit à la Corée du Nord, notamment au travers de l'emploi de son veto au sein du Conseil de sécurité où elle occupe un poste permanent, ce qui permet par exemple désormais d'opposer un veto aux sanctions concernant les programmes à la fois balistiques et nucléaires. Et de manière peut-être encore plus importante aujourd'hui, et votre présentation et cette conversation en est la preuve, c'est qu'elle permet désormais à la Corée du Nord, minusculissime État avec un PIB, on l'a souvent dit ici, comparable à celui de l'Isère, oui, de se faire une place parmi les grands du monde. À bas coût, la Corée du Nord, aujourd'hui, est un acteur majeur des relations internationales, parce qu'on la laisse être cet acteur majeur, parce qu'on observe... On la laisse, c'est-à-dire nous,
nations alliées de l'Ukraine qui observons, commentons le déploiement. Alors, est-ce que c'est une brigade? Est-ce que c'est plusieurs bataillons? Est-ce qu'ils sont 10 000, 13 000? Je n'en sais rien. Demain, ils seront sans doute 100 000. Et parce que nous avons tardé à notamment permettre aux Ukrainiens de faire usage des munitions à longue portée pour cibler leurs officiers, leurs dépôts de munitions, leurs centres de commandement, eh bien ce déploiement prend de l'ampleur, se fait de plus en plus menaçant et complique toujours un peu plus l'équation que nous avons à résoudre, à savoir celle qui nous voit, nous encore une fois, nation alliée de l'Ukraine, confrontés non plus à une seule dictature dotée, mais désormais à 2 dictatures dotées de l'arme nucléaire et qui pratiquent ce que j'appelle, enfin ce qui est communément appelé la sanctuarisation offensive, c'est-à-dire l'idée d'utiliser la dissuasion nucléaire, non pas pour se protéger, mais pour agresser et attaquer. Donc oui, il y a du blé, il y a du pétrole, il y a de la technologie à la fois spatiale, militaire, qui doit permettre à la Corée du Nord de travailler à la miniaturisation de son arme nucléaire et à la vectorisation de ses armes. Mais il y a surtout ce rôle désormais prépondérant des soldats qui font 7000 km pour quitter leur quartier général pour aller faire la guerre sur notre continent et une nation que nous soutenons. Exactement. On aurait dû pouvoir faire quelque chose, général, contre ça ? Le problème, c'est que je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire. La Corée du Nord est soumise à sanctions depuis des années. Avec quel résultat? Elle a quand même été dotée de l'arme nucléaire. Elle a développé une capacité balistique, sommaire, mais elle l'a. Et aujourd'hui, effectivement, elle est impliquée sur le continent européen. Et finalement, indirectement, elle vend ses soldats à la Russie. Pour autant qu'il y en ait autant qu'on le dit, parce qu'effectivement, on n'a quand même pas beaucoup d'informations sur quel type. Ce sont les Ukrainiens qui affirment qu'il y en a 11 000 actuellement donc, dans la région de Koursk. Oui, mais la question des 11 000, c'est comment sont-ils constitués pour se battre? Voilà. À la date d'aujourd'hui, on ne sait absolument pas si ce sont des fantassins, des blindés, de la logistique, on n'en sait absolument rien. C'est un chiffre qu'on nous sort tous les jours. Et effectivement, ce que disait Gallagher, c'est qu'en fait, avant de le dire tous les jours, on dit bah oui, on devrait peut-être s'inquiéter. Mais pour répondre à votre question, je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'on a laissé la Corée du Nord acquérir l'arme nucléaire depuis bien longtemps? C'était avant qu'il fallait l'arrêter. Mais est-ce que nous, on était prêts à user de la force? Parce qu'il faut user de la force, puisque les sanctions n'ont pas été efficaces, sanctions économiques et autres. Voilà, donc en fait, c'est un peu la quadrature du cercle. On se retrouve aujourd'hui dans un droit international qui n'est plus applicable, qui n'est plus appliqué, et qui permet à tous ces États, je dirais, voyous, de faire ce qui bon leur semble, à notre détriment, contre nos intérêts, parce que finalement, on n'ira pas se battre contre eux. Donc, je dirais que c'est presque un combat perdu d'avance, à la date d'aujourd'hui, malheureusement. Et parce que, je me répète, je ne vois pas comment on pourrait empêcher les Coréens aujourd'hui d'arriver en Ukraine ou demain ailleurs. Ça. Pardon. Oui, Aline. Je voulais ajouter quand même que cette histoire d'internationalisation très claire du front par la Russie, avec l'aide de la Corée du Nord, a amené quand même des réactions qu'on imaginait perdues à un moment donné quand même. C'est-à-dire que la levée des restrictions sur les frappes à longue portée en territoire russe, c'est aussi lié à cette manifestation sur le front. Il y en a d'autres. Il y a aussi une relance du débat sur l'envoi d'instructeurs, de troupes au sol qui n'aurait jamais été relancé sans cette affaire. Donc c'est une menace extrêmement grave à plusieurs égards pour tout le monde. C'est une menace extrêmement grave à des égards très précis pour les Ukrainiens, mais il y a une réponse coordonnée qui s'organise par l'Occident, si je puis dire, en tout cas ce qui est annoncé, et il y a des choses qui se passent qui étaient encore inenvisageables il y a encore 3 mois, de fait, parce que de facto, la Russie nous met quelque part au pied du mur avec cette surenchère d'alliances qu'elle organise et qu'elle met en scène de façon terrifiante, et qui l'est d'ailleurs, vu qu'il y a quand même des troupes nord-coréennes sur le sol européen. Donc oui, c'est un sujet, mais moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des éléments de réponse qui se mettent en place. Pas encore assez fortes au bout de certains. Il faut être précis, il ne faut pas uniquement dire qu'il y a des mesures qui sont prises. Quelles sont les mesures prises? Si je puis me permettre, il y a certains débats qui sont relancés de façon différente de la dernière fois en ce moment, et c'est très exactement
a raison en fonction de ce qui se passe avec les Coréens du Nord, qui par ailleurs, on a aussi quelques informations sur la façon dont c'est organisé sur le front. Ils sont aussi sous couverture, entre guillemets, bourriate. Ils sont constitués en des bataillons qu'ils s'appellent eux-mêmes les bataillons bourriate, et c'est comme ça qu'ils sont à même d'être déployés, et c'est ce qui se dessine. Donc on a quand même quelques informations concrètes sur comment ça s'organise sur le front. Non, je pense que si vous voulez, la dissuasion nucléaire, ça peut se contourner par le bas. C'est-à-dire que vous pouvez réagir de manière conventionnelle à une puissance qui est dotée d'armes non conventionnelles, donc nucléaires. Les Américains, et c'était par la bouche notamment de John Kirby, donc qui est au Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, avaient expliqué, je cite, que les Nord-Coréens devaient comprendre qu'ils allaient rentrer chez eux dans des sacs plastiques. Oui. C'est terrible et tragique de le dire parce qu'on parle de vie humaine. Mais quand vous avez une puissance paria, comme vous l'avez dit, mon général, qui déploie des bataillons, une brigade ou plusieurs brigades, il faut assez rapidement effacer cet outil militaire du champ de bataille afin d'envoyer un message très très clair. Parce que la raison pour laquelle moi le chiffre m'importait peu, c'est que j'y voyais essentiellement un moment de jurisprudence, donc un ballon d'essai. Vous envoyez quelques milliers d'hommes, vous testez les autres, vous voyez comment ça réagit. Si ça ne fait que palabrer, bien, open bar, on y va. Et je pense que la Russie a beaucoup été dans cette attitude, et elle encourage d'autres puissances voyous et parias à en faire de même, à dire, vous allez voir en face, ça parle, mais ça fait pas grand-chose. Accompagnez-nous, nous allons remporter cette bataille décisive face à un Occident qui est mou, qui est indécis, qui hésite, et ça va se faire à bas coût. Faut savoir, juste j'en termine par là, le programme nucléaire dans sa dimension militaire nord-coréen, c'est, je crois, moins de 5 milliards par an. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je parle de cela à bas coût, pour quelques milliards, elle est en train de s'acheter cette place. Ouais. Et si, parce qu'on est, et on a raison d'être prudent par rapport à ce parapluie, on ne le contourne pas par le bas, par des mesures, vous avez raison, en général, très concrètes, c'est-à-dire l'utilisation d'armes conventionnelles, et donc libérer les moyens alloués à l'Ukraine pour le faire. Honnêtement, ces soldats, le renseignement occidental sait où ils sont. Il sait qui ils sont, il sait combien ils sont, ils sont géolocalisés. Donc voilà, nous on n'a pas, moi en tous les cas, personnellement, j'ai pas ces informations-là, mais je pense que les Américains notamment, qui ont beaucoup d'informations, voilà, ont tardé à réagir, et plus on tarde, plus on va se retrouver au pied du mur, et plus ça va devenir compliqué. 10 000, c'est gérable. 100 000, les Ukrainiens sont bien placés pour savoir que même si il y en a, ils parlent nord-coréen, les autres parlent russe, ils sont sous-équipés, ils sont mal équipés, vous mettez 100 000 pots de fleurs en face, c'est une masse qui est difficile à traiter. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, au même moment de la visite donc, du ministre de la Défense russe en Corée du Nord, il y a son homologue ukrainien, le ministre de la Défense, donc ukrainien, qui est à Séoul, donc en Corée du Sud. Est-ce qu'il pourrait y avoir là aussi un partenariat qui va plus loin? Volodymyr Zelensky a évoqué cette visite. Écoutez. Sur mes instructions, Roustem Umerov s'est entretenu avec le président de la Corée du Sud, ainsi qu'avec le ministre de la Défense et le conseiller à la sécurité nationale. L'ordre du jour est clair. Il s'agit de l'implication de la Russie et de la Corée du Nord dans la guerre contre l'Ukraine sous tous ses aspects, et ce que nous pouvons faire ensemble pour protéger nos peuples et sécuriser nos régions. La présence non seulement de missiles avec la Corée du Nord en Russie, mais aussi de soldats au front, est une mondialisation de la guerre dans laquelle la Russie s'est engagée et qui ne peut être arrêtée qu'avec le retour du ministre Umerov. Alors, d'où la question. Est-ce que les Sud-Coréens pourraient franchir le pas et commencer à livrer des armes à Kiev ? Manifestement, il y a quand même une grande prudence du côté de Séoul, et le ministre Umerov, qui est donc allé rencontrer les autorités sud-coréennes pour obtenir de l'armement. La liste de courses, on l'avait. En fait, le président Zelensky lui-même l'avait donné, de l'artillerie, de la défense aérienne, parce que les Sud-Coréens, il faut le savoir, sont des producteurs d'armes, et ils ont notamment de la défense
défense antiaérienne. Rappelez-vous que quand aussi on cherchait des obus à envoyer à l'Ukraine, du côté européen, on s'est beaucoup tourné aussi vers la Corée du Sud. Sauf que il y a une tradition, c'est qu'on ne livre pas des pays en guerre. C'est ce qui se décide normalement en Corée du Sud. Donc là, manifestement, le ministre Umerov, le ministre ukrainien, cherchait à lever ces restrictions. Et manifestement, quand on lit et quand on regarde les déclarations qu'il y a eu à la sortie de cet entretien, on sent quand même que du côté sud-coréen, on reste prudent. On s'est engagé à collaborer avec la communauté internationale, mais pas forcément directement avec l'Ukraine. Alors, il faut savoir qu'il y a des montages, c'est-à-dire que, en fait, la Corée du Sud, elle fournit des armes à des pays européens, qui eux-mêmes, à la Pologne, et qui ensuite rebasculent leurs stocks, qui ont été donc remplacés par ce matériel-là, à l'Ukraine. Donc ce montage-là, il existe. Il est certain, en tous les cas, qu'il y a un point sur lequel évidemment, l'Ukraine et la Corée du Sud ont tout intérêt à coopérer et à échanger du renseignement, c'est justement sur la présence de ces troupes nord-coréennes. Parce que pour Séoul, de voir comment ces 10 000 soldats se comportent concrètement sur le terrain, ce qu'ils arrivent à faire, comment ils se battent. Évidemment, ce sont des renseignements qui sont extrêmement précieux. Donc les Américains regardent ça avec beaucoup d'intérêt, mais du côté de Séoul, on le fait aussi avec énormément d'intérêt parce que ce sont des éléments clés, parce que c'est une armée qu'on n'a pas vue au combat, évidemment, depuis des décennies. Donc il y a beaucoup d'intérêt à partager du renseignement, mais on sent quand même une certaine prudence, et puis prudence aussi qui s'explique parce qu'on est aussi en période de transition aux États-Unis, donc on attend peut-être aussi, de voir un petit peu comment ça va se passer. Chou blanc donc, de la part du ministre de la Défense ukrainien. Prudence aussi parce que en fait c'est constitutionnel. La constitution sud-coréenne n'autorise pas le pays à livrer des armes dans un pays qui est activement en guerre. En revanche, il y a des discussions pour essayer de la modifier. En effet, il y a un contexte politique local qui fait que c'est plus compliqué et que ça se fait aussi dans le silence, parce que ce qui se fait dans le silence aussi depuis le début de la guerre, c'est que la Corée du Sud passe par des pays tiers et alimente quand même l'Ukraine en munitions. Donc il y a aussi des choses qui ne sont pas forcément dites ouvertement, mais ça fait énormément de temps que les deux sont en contact et partagent certainement du renseignement. À suivre donc.